Donc j'ai commencé à travailler dans le monde de l'éducation très tôt, puisque j'ai d'abord, ma première activité professionnelle a consisté à faire de l'animation. Donc j'ai été formé au CMEA, donc classiquement animateur, BAFA, BAFD, et j'étais animateur sportif, 2-3 mois par an. Pendant mes études, donc j'ai été animateur sportif, directeur adjoint de centre de vacances à l'Union des centres de plein air, l'UCPA. Et c'est une expérience qui m'a amené à bifurquer vers le monde de l'éducation. Donc j'étais proche familialement, mais à bifurquer vraiment vers le monde de l'éducation alors que je faisais des études d'histoire avec peut-être le projet de faire du journalisme. Et finalement, voilà, je devais avoir l'habitus bien qu'il fallait, et donc j'ai passé le CAPES, puis l'agrégation, en histoire, et j'ai enseigné pendant 18 ans dans l'enseignement secondaire. Donc d'abord j'ai d'abord fait des remplacements dans la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, et puis ensuite j'ai été pendant 6 ans dans un collège d'un quartier populaire de l'Essonne, en banlieue parisienne, et donc expérience très intéressante, enfin voilà, qui m'a beaucoup enrichi. Et ensuite j'ai travaillé dans des lycées, et notamment dans le dernier lycée dans lequel j'ai enseigné. Alors là, j'étais avec une population scolaire très favorisée dans la vallée de Chevreuse, en région parisienne. Donc j'ai vraiment connu différents types d'établissements, différents publics scolaires, donc c'est une expérience très importante. Et parallèlement donc à cette expérience d'enseignement en histoire, géographie et éducation civique, j'ai pu participer aux activités de l'ADEP, donc la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance. À partir de 2004, j'ai été associé aux premiers travaux de l'ADEP sur la mesure des acquis des élèves au collège, dans ces disciplines, pour concevoir, et donc je concevais des situations d'évaluation des acquis des élèves en fin de collège, dans une démarche un peu de recherche, puisque l'objet de l'étude était de mesurer les acquis des élèves sur l'ensemble de leur cursus au collège, et de mesurer un peu ce qu'ils en avaient retenu à la fin de leur parcours. Et par la suite, j'ai été recruté comme chargé d'études à mi-temps à l'ADEP pour m'occuper de cette étude, qui est une étude cyclique qui a lieu tous les 5 ans. Et j'ai donc de 2009 à 2015 coordonné le travail d'un groupe d'enseignants qui concevait les situations d'évaluation, tout en travaillant avec les statisticiens de l'ADEP pour analyser les résultats de ces évaluations. Alors, je suis très très heureux d'avoir fait ce travail à l'ADEP. J'ai énormément appris de ce travail qui lie le qualitatif et le quantitatif. Et j'ai réinvesti ça en fait dans cette démarche, un peu dans mes recherches historiques. Donc parallèlement à ce parcours dans le second degré, j'ai commencé donc à travailler en histoire de l'éducation, dans le cadre d'un DEA puis d'une thèse de 2005 à 2012. Ce travail de recherche, après la soutenance, m'a conduit à être recruté comme maître de conférence en histoire contemporaine à l'ESP, Lille Hauts-de-France, en 2015. Voilà. Et là, j'ai pu à la fois participer à la formation des enseignants du premier et du second degré en histoire, en géographie et en éducation civique, et en même temps de développer une activité de recherche post-doctorale au sein du centre de recherche Histoire et Société de l'Université d'Artois, avec notamment Jean-François Condette et Stéphane Lambré. Voilà, donc j'ai exercé donc, à l'ESP puis l'INSP Lille Hauts-de-France, donc de 2015 à 2022. À la fin de l'année 2021, j'ai soutenu mon habilitation à diriger la recherche, qui était centrée donc, sur un bilan en fait, de mon travail de chercheur autour de la question de la scolarisation de masse du 19e à la fin du 20e siècle. Et j'ai eu la chance d'être recruté comme professeur des universités en 2022 à l'université de Nantes, au laboratoire, donc au centre de recherche en éducation de Nantes. Et donc depuis 4 ans, voilà, j'exerce mon activité d'enseignant-chercheur au sein de cette université.
Le premier, c'est Antoine Pro. Alors, c'est pas très original dans le champ de l'histoire de l'éducation, mais voilà, c'est indéniablement Antoine Pro. Alors j'ai eu la chance vraiment, très sincèrement, d'avoir été parmi les innombrables étudiants d'Antoine Pro à Paris 1, quand j'ai fait mon cursus d'histoire. Et vraiment, c'est une approche de l'histoire de l'éducation qui m'a énormément parlé. J'ai des souvenirs précis de cours, un cours de licence où il était question de l'école primaire, des congréganistes, des questions de la laïcisation, et c'était absolument passionnant. Et donc j'ai beaucoup fréquenté, je fréquente encore beaucoup les livres d'Antoine Pro en histoire de l'éducation principalement. C'est bon, voilà, c'est le père fondateur, voilà, donc c'est une référence très très importante pour tous les historiens de l'éducation. Je sais pas, je pense par exemple, je travaille beaucoup sur le collège unique, les ouvrages d'Antoine Pro sur la démocratisation scolaire qu'il a publié dans les années 80-90, ils restent absolument centraux, et je pense qu'on ne peut pas travailler sur ces sujets sans lire, relire méticuleusement Antoine Pro, le citer, enfin voilà, exactement, c'est vraiment une référence absolument centrale. Après, j'ai un intérêt particulier aussi pour un autre ouvrage d'Antoine Pro, qui sont ses 12 leçons pour l'histoire, qui est un manuel, on va dire un manuel sur l'épistémologie de l'histoire. Et j'ai eu la chance d'avoir été dans l'amphithéâtre où il a testé ces 12 leçons pour l'histoire, je me rappelle très bien, à Tolbiac, en licence. Donc c'était un cours très fréquenté par les étudiants, parce que c'était absolument passionnant. Parce que bon, tout le monde le sait, mais c'est un immense pédagogue qui sait à la fois faire des recherches de pointe en histoire de l'éducation et en même temps les partager avec ses étudiants. Et j'ai eu énormément d'intérêt pour ce cours et la lecture ensuite. Que je l'ai relu assez fréquemment, en fait, finalement, cet ouvrage. Parce que notamment, il me parlait beaucoup en raison du lien qu'établissait Antoine Pro entre l'épistémologie de l'histoire et plus généralement l'épistémologie des sciences sociales. Et c'est vrai que moi j'avais eu un parcours d'étudiant, j'étais allé à Paris 1 d'ailleurs pour ça, d'étudiants qui s'intéressaient énormément à l'ethnologie, l'anthropologie. Et j'étais allé à Paris 1, qui n'était pas à ma fac de secteur, en fait. J'avais fait des pieds et des mains pour arriver à cette université, parce qu'il y avait un cursus d'études africaines. Et pour différentes raisons voilà, de voyage personnel, je m'intéressais à l'Afrique et surtout au rapport à une société, à des sociétés différentes, et n'ayant pas les mêmes structures familiales, les mêmes structures sociales. Et c'est quelque chose qui me fascinait, qui m'intéressait énormément. Et donc, et je retrouvais chez Antoine Pro cette capacité à penser l'histoire, parce que j'étais passionné aussi d'histoire, évidemment, et en même temps à penser la société, et à penser les structures sociales, et à penser sur le plan épistémologique, comment on analyse en sociologie, en histoire, une société donnée, quoi. Et donc ça m'a énormément parlé, et c'est au cœur après de mon travail de chercheur. Donc c'est vraiment un auteur voilà, qui m'a nourri beaucoup, et voilà, et je lui suis redevable de beaucoup de choses sur le plan intellectuel. C'est vraiment voilà, une référence totale. Alors j'avais une deuxième référence que j'ai utilisée dans ma thèse, et qui rejoint en fait les préoccupations dont je viens de parler, c'est Pierre Bourdieu. Alors là aussi, c'est un peu un lieu commun. Dès qu'on s'intéresse à la sociologie, évidemment, on s'intéresse à Pierre Bourdieu, qui est un des grands, peut-être le plus grand sociologue du XXe siècle en France. Après, quand j'en parle, je suis toujours très prudent, parce qu'il y a une lecture de Bourdieu qui me gêne parfois un peu, qui est la lecture militante. Non pas que les engagements de Pierre Bourdieu me gênent, au contraire, mais c'est très réducteur en fait. Quand il a publié La misère du monde, il a à la fois vulgarisé aussi, d'une certaine manière son approche, mais un peu aseptisé, je trouve, sur le plan scientifique, son objet, même s'il y fait beaucoup référence dans l'analyse des entretiens dans La misère du monde. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est notamment la sociologie des champs sociaux, parce qu'en fait, si je lisais Bourdieu, comme beaucoup de gens, par intérêt pour sa sociologie, pour ses engagements aussi, et son regard sur le monde, mais je l'ai mobilisé scientifiquement pour étudier les carrières des instituteurs et institutrices de la Seine sous la Troisième République. Et j'ai été entré dans ce sujet de thèse, en fait,
parce que les archives étaient d'une très grande richesse, et je manquais d'outils conceptuels pour ne pas étudier les trajectoires des instituts de façon platement statistique, une sorte de tri à plat des carrières, des données statistiques sur les carrières, et puis une exploitation anecdotique des contenus, on va dire, plus qualitatifs, concernant les événements qu'ils ont pu rencontrer, etc. Et je manquais d'un outil conceptuel pour pouvoir penser en fait une analyse sociologique, socio-historique des carrières des instituteurs et institutrices. Et donc, fréquentant Bourdieu par ailleurs, par plaisir, par intérêt, à un moment j'ai pensé à ça, finalement, est-ce que la théorie des champs sociaux de Bourdieu ne pourrait pas s'appliquer à ces instituteurs et institutrices de la fin du 19e ? Et alors lui, il avait utilisé notamment sa théorie des champs sociaux, qui est très connue avec les différents types de capital, social, culturel, économique. Il l'avait utilisé notamment pour les champs de production culturelle, notamment la littérature au XIXe siècle. Et donc, qui sont des champs où règne une intense compétition entre les auteurs. Et donc, c'est un outil qui se prête très bien à l'analyse de champs comme ça, assez agonistiques. Et or, ce qui caractérise la figure des instituteurs et institutrices de la fin du XIXe siècle, c'est le stéréotype du hussard noir, notamment, qui est très masculin d'ailleurs, du hussard noir de la République, avec l'idée d'un corps enseignant homogène. Voilà, j'ai eu cette idée d'utiliser cette théorie des champs sociaux pour essayer de rendre compte en fait de la diversité de ce corps enseignant et de montrer aussi comment les positions en fait, de ces enseignants se différenciaient, et de montrer que c'était tout un univers social et qui ne peut pas se résumer à un archétype trop simpliste. Et donc ça a été tout l'objet de ma thèse, et donc j'ai vraiment employé, comment dire, de façon, j'espère, extrêmement scientifique, statistique, etc., cette théorie des champs sociaux. J'ai été jusqu'à montrer, il me semble, que le champ de l'enseignement primaire s'autonomisait et qu'on pouvait l'observer grâce à la mesure d'un capital spécifique au champ mesuré par les inspecteurs primaires. Donc pour moi, c'était la grande... j'étais très fier de ça, au cours de mes recherches, d'avoir pu utiliser la sociologie de Pierre Bourdieu dans toute sa... de façon... extrêmement, je l'espère, rigoureuse une nouvelle fois, et ça a été un grand bonheur, notamment statistiquement, parce que j'ai travaillé plusieurs années avec ça en tête, et le jour où, avec Claire Lemercier, qui m'avait aidé à accéder un peu aux outils statistiques, où elle m'a envoyé les résultats statistiques qui montraient que mes hypothèses étaient bonnes et qu'on pouvait effectivement mesurer un phénomène d'autonomisation du champ de l'enseignement primaire. Pour moi, ça a été un des plus grands moments de ma carrière de chercheur. Voilà, on a nos marottes et voilà. Et peut-être un troisième auteur, si on a le temps. François Hartog, donc un historien qui a travaillé sur le temps justement et sur les régimes d'historicité des sociétés occidentales et qui a produit en 2003 un ouvrage qui s'appelle justement, alors le titre va m'échapper précisément, il s'interroge sur le présentisme et l'expérience du temps, c'est le sous-titre en fait de l'ouvrage qui s'intitule justement les régimes d'historicité, ça me revient. Et donc, c'est une réflexion qui m'a vraiment beaucoup marqué, qui n'a pas un lien direct avec l'histoire de l'éducation, qui est plus sur le plan d'une réflexion générale sur l'histoire, et qui m'interroge très fréquemment en fait dans mon travail historique. C'est-à-dire qu'en gros, il nous dit que il existe pour chaque société, à un moment donné de son histoire, un régime d'historicité qui articule le passé, le présent et le futur. Et pour lui, il existe un régime moderne d'historicité qui fait du passé un champ d'expérience, du présent le lieu de la démocratie, puis depuis la Révolution française, et puis le lieu où on pense les problèmes du présent en se projetant vers le futur. Et donc il y aura une articulation entre ce champ d'expérience du passé et ce futur dans le régime moderne d'historicité. Et je pense, comme beaucoup d'historiens, moi, je suis sensible à ce régime moderne d'historicité qui donne sens à la pratique historique de la recherche historique.
Et ce qu'il nous dit, c'est que nous vivons une société qui a changé de régime d'historicité, dans lequel ce régime d'historicité perdure à la marge, mais est marginalisé face à un présentisme d'une société qui est coupée de son passé en raison des transformations extrêmement rapides de l'économie, des techniques, des modes de vie, et qui peut faire croire que finalement le passé n'a plus d'importance, alors qu'en fait on baigne dedans évidemment en permanence, à l'échelle individuelle comme à l'échelle de la société. Mais on a ce sentiment d'être coupé du passé face à un avenir qui, on le sait, on est en 2026, de plus en plus incertain, du fait des multiples crises qu'on doit affronter, que la société doit affronter, et donc on sera enfermé dans une sorte de présent qui est accentué par peut-être aussi l'omniprésence médiatique d'une immédiateté voilà, un peu vaine. Et voilà. Donc je suis très sensible à cette réflexion qui m'accompagne, voilà, j'y pense souvent, et donc c'est le troisième auteur ouais, qui me semble important. Le tome 2 de l'histoire des élèves, donc il est paru en 2020. Donc la première chose à dire, c'est que c'est le fruit d'un travail collectif. Donc moi, sur le plan personnel, il se situe quelques années après mon recrutement à l'ESPE puis INSPE de Lille Hauts-de-France, en 2015. Donc j'avais intégré le laboratoire, le CRES, donc le laboratoire dans le centre de recherche Histoire et Société donc de l'Université d'Artois, sur l'axe Histoire de l'éducation, avec Jean-François Condette en particulier et Stéphane Lambré, avec qui je travaillais beaucoup, et c'est eux qui ont impulsé un chantier de recherche collective. C'est un ouvrage collectif, hein, et ils avaient impulsé un magnifique projet qui consistait à essayer de travailler avec plusieurs dizaines de chercheurs sur l'histoire des élèves. Alors évidemment, ça correspondait tout à fait à mes préoccupations, qui avait été pendant ma thèse de faire une histoire par en bas, la plus proche des acteurs, donc du corps enseignant, des instituteurs et institutrices de la Seine, et travailler sur les élèves. Pour moi, ça relevait tout à fait de mes préoccupations scientifiques, parce qu'à travers l'étude des instituteurs, j'avais étudié leurs conditions de travail et je m'étais intéressé au parcours des élèves, l'usage du redoublement par exemple. L'usage massif du redoublement dans l'école primaire républicaine, sous la Troisième République. Et donc, voilà, j'étais tout à fait en phase avec ce projet, auquel j'ai modestement contribué, avec, encore une fois, derrière deux grands chercheurs que sont Jean-François Condette et Stéphane Lambré. Et dans le cadre de ces recherches, il s'agissait pour moi, de ce chantier de recherche, il s'agissait pour moi aussi de passer à une autre étape de mes recherches. C'est-à-dire que pour moi, qui était préoccupé des enseignants, mais aussi de l'école du peuple, de l'école vraiment, de l'école, la scolarité obligatoire, j'avais opéré une translation chronologique plus vers le collège unique et la massification du second degré, qui me semble être, dans la perspective qui est la mienne, le deuxième grand moment en fait historique sur ce plan. Et j'avais fait un travail statistique à l'ADEP, grâce à Catherine Moisan, qui était directrice de l'ADEP en 2014. J'avais réalisé un travail avec une statisticienne de l'ADEP, Florence Defresne, qui consistait à mobiliser les données statistiques de l'ADEP pour essayer de mesurer aux différents âges de la scolarité où se trouvaient les élèves en fonction de la chronologie de 1958 à 2014. Et c'était vraiment très intéressant de voir à quel point la massification du second degré avait provoqué une rupture historique sur ce plan des années 60 aux années, on va dire, à 1995, quoi, en gros, quand on atteint un nouveau palier en termes d'accès au baccalauréat. Et ces 30 années constituent pour moi un moment extrêmement important de l'histoire de l'éducation, en raison de cette massification. Après ce travail un peu statistique que j'ai mené à l'ADEP, à travers ce chantier, c'était aussi pour moi l'occasion de concrétiser un travail que j'avais commencé, notamment avec Stéphane Lambré, sur l'enseignement professionnel, sur le baccalauréat professionnel, qui consistait à exploiter les archives télévisuelles. Alors c'est une idée qui peut être un peu saugrenue au premier abord, puisque les historiens travaillent avant tout sur des textes. Moi je l'ai fait massivement
à travers ma thèse, puis d'autres travaux. En fait, je me suis posé la question de la source qui pourrait donner accès aux élèves au cours de cette période. Et comme on travaillait dans le deuxième tome, en fait, il s'agissait de travailler sur les contestations, sur la vie scolaire, les contestations dans le cadre scolaire des élèves, de la citoyenneté aussi des élèves, en particulier des lycéens. J'ai essayé d'utiliser ces archives télévisuelles, d'abord pour essayer de voir ce qu'il existait sur la contestation lycéenne autour de mai 68. Et il y avait quelques émissions de télévision particulièrement intéressantes sur ce plan. Et voilà, on était en 2018 lorsque la journée d'études a eu lieu. C'était aussi un moment de commémoration, en quelque sorte, de mai 68. Et donc, j'avais commencé à travailler sur ces archives-là. Et aussi, je m'étais intéressé à l'utilisation du modèle du lycée autogéré d'Oslo à la télévision pour populariser un autre rapport entre adultes et adolescents, un autre rapport entre professeurs et élèves qui me semblait particulièrement intéressant. Et là aussi, il y avait quelques émissions vraiment de reportages très bien faits et très intéressants, avec évidemment une double préoccupation qui est de travailler sur ce que nous montrent ces archives télévisuelles de l'époque, de ce qu'elles nous montrent des élèves, et aussi du discours télévisuel qu'elle porte, c'est-à-dire d'analyser comment la télévision a été vecteur d'un nouveau discours sur les questions éducatives dans cette période des années 60-70. Et donc, plus ou moins adroitement, plutôt maladroitement, sur le lycée d'Oslo, où j'ai pas su assez exploiter les images, justement, parce que j'étais encore pétri de mes réflexes d'historien qui se focalise sur l'analyse des textes et du discours textuel. Je me suis efforcé donc de travailler sur ce plan. Et voilà un peu le contexte et la manière dont j'ai pensé ma participation à cet ouvrage. Alors, collectivement, avec mes collègues, l'idée était d'essayer à propos des élèves, de concrétiser le projet d'Antoine Pro, d'histoire par en bas du système éducatif, c'est-à-dire de rechercher dans les archives traces de la parole des élèves. Et je crois qu'on a quand même assez bien réussi, même s'il reste énormément de choses à faire sur ce sujet. Mais les différentes contributions ont permis de creuser un peu ce sillon qui avait été déjà sur les contestations lycéennes, et notamment les révoltes lycéennes au XIXe siècle. Il y avait déjà des travaux, ceux d'Agnès Circé par exemple, puis d'autres qui avaient travaillé sur ces contestations. Et je crois que ce qu'on a réussi aussi, c'est à l'inscrire dans un temps plus long, avec notamment une contribution très intéressante sur la violence dans les établissements scolaires, les collèges royaux au XVIe siècle, au temps des guerres de religion. Ça, c'était vraiment quand même intéressant de le replacer dans le temps long, parce qu'on est souvent face à ces contestations, aux violences parfois qu'elles peuvent porter. Ça constitue souvent une irruption un peu dans la vie de notre société, que cette jeunesse comme ça un peu tumultueuse qui se révolte, qui conteste, alors qu'en fait, ça s'inscrit vraiment dans une longue durée, et ça c'est vraiment très intéressant. Longue durée au cours de laquelle le niveau de violence dans la société française tend à décroître. Ça aussi c'est quand même quelque chose, par les temps qui courent, à toujours rappeler. On vit dans une société de moins en moins violente, on le voit même par rapport au XIXe siècle, c'est vraiment très sensible. Et donc, dans sa grande diversité, cet ouvrage est porteur de réflexion sur ce thème, qui permet à la fois aussi de valoriser le moment 68, mais en le replaçant en perspective. C'est-à-dire que le phénomène générationnel autour de mai 68 et du baby-boom, de l'arrivée à l'âge adulte des baby-boomers, a eu tendance à effacer
le processus de Norbert Elias dirait de pacification des mœurs, enfin dont est porteur en même temps cette contestation qui produit elle-même, par sa violence même, finalement cette pacification des mœurs. On le voit avec les mutineries de lycéens au XIXe siècle qui conduisent finalement à ce que le niveau de violence aussi dont fait preuve l'institution scolaire s'atténue. On voit comment l'institution scolaire est amenée à assouplir le régime disciplinaire dans les lycées qui étaient des internats au XIXe siècle, après que les dernières mutineries aient fait particulièrement scandale dans les années 1880. Et là, ça me semble très intéressant parce que le 68 a quand même effacé un peu ce processus finalement et la citoyenneté qu'ont pu développer les lycéens, notamment dans cette période de la fin du 19e siècle. Et moi j'étais sensible en plus à ce décalage chronologique dans mes recherches, étant passé de cette fin du 19e siècle à une réflexion sur la massification scolaire. Et donc vraiment c'était passionnant et ça permettait de travailler cette question, alors que souvent les publications sur 68, toutes passionnantes évidemment, y compris à cette époque-là, ne remettent pas 68 en perspective en fait dans ce temps long. Et je suis très sensible à cette question du temps long. Je pense à François Hartog dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, c'est ce que je voulais mettre en évidence, notamment parmi. Et puis il y avait la préoccupation dans ces sources, comme on veut accéder aux élèves, les élèves écrivent peu, et donc il s'agissait à travers les sources d'essayer d'atteindre ces élèves et de leur donner la parole, si possible quand cette parole existe, ou sinon en tout cas de donner aux lecteurs accès à une approche sensible en fait de ces jeunes gens et de leur participation à la vie des établissements et c'est ce que j'ai essayé de faire avec les archives télévisuelles et c'est ce que j'ai prolongé après ce travail en 2020 autour de l'histoire des élèves. Cette question, elle pose la question elle-même du rapport entre le travail de l'historien, qui s'inscrit dans l'étude du passé, et le présent, d'une certaine manière, et aussi de la place de l'historien dans la cité. C'est ces questions-là qui sont posées, à mon sens. Alors c'est une question plus difficile, parce que là on sort un peu d'une approche un peu narcissique pour se poser des questions peut-être plus générales. C'est une question moi, qui m'interroge beaucoup, avant d'y répondre peut-être directement, c'est-à-dire que m'intéressant à la massification scolaire, donc aux questions des inégalités, évidemment, mon travail, je l'ai toujours pensé en fait par rapport au présent. Ça, c'est un autre aspect de mon travail, c'est que j'ai toujours ce souci qui est lié à l'école des annales. C'est pas très original, mais j'essaye vraiment de le faire, interroger mes propres motivations dans la recherche historique, de les objectiver justement pour éviter tout anachronisme et aussi pour donner sens à mon activité de chercheur. C'est-à-dire que j'ai ce souci, mais qui est lié à mon parcours d'enseignant aussi, de penser mes travaux de recherche par rapport à ce que je vis dans le présent, et de surtout pas adopter une posture qui établit une cloison étanche, qui prétend établir une cloison étanche entre la recherche et ma vie sociale par ailleurs. Et donc, par exemple, quand j'ai travaillé sur les instituteurs et institutrices de la Seine, pour moi, c'était travailler sur les établissements urbains, ces gros établissements scolaires urbains. Et moi-même, je travaillais dans un quartier populaire, quand j'ai commencé ma thèse, dans un collège d'un quartier populaire. Et je m'interrogeais notamment sur ces représentations d'une école sans problème, l'école de la Troisième République, triomphante, un modèle scolaire imparable, qui ne connaît pas de difficultés, à part la fréquentation scolaire encore, mais
résiduelle, soi-disant, etc. Et je m'interrogeais sur la manière dont ce modèle scolaire fonctionnait dans des quartiers populaires très peuplés, avec une population qui n'avait pas forcément d'appétence pour la scolarité, des enfants d'ouvriers, avec toutes les difficultés sociales, une distance culturelle vis-à-vis de l'école, que je vivais par ailleurs dans l'établissement dans lequel j'enseignais. Et donc, voilà, j'ai toujours pensé mes objets de cette manière. Et donc, tout en faisant un travail, j'espère, de qualité sur le plan historique, de toujours trouver un sens, en fait, à mes recherches. Avec l'idée aussi que mes recherches doivent pouvoir intéresser quelqu'un qui est curieux d'histoire et qui est prêt à me suivre un peu dans ses réflexions sur le rapport passé-présent. Ça m'a amené par exemple à travailler sur la violence des maîtres, c'est-à-dire qu'en passant comme ça, parce que j'y tiens beaucoup, c'est que moi j'étais dans un collège donc, de quartier populaire, donc évidemment on a des rapports un peu rugueux avec certains élèves, enfin voilà, ça fait partie de notre travail, de réguler ces difficultés liées au comportement d'élèves. Et j'ai compris avec ces archives sur l'école de la Troisième République que l'absence de problème de discipline était liée au recours à la possibilité pour l'enseignant, en dernier recours, d'avoir recours à la violence physique. Ce qu'on s'interdit depuis un certain nombre de décennies maintenant, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Et donc c'est par exemple la recherche historique. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire, parce que je m'éloigne de la question. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour alors donc là, je sors un peu de mon rôle d'historien, peut-être à parler du présent, mais fondamentalement, investir dans l'éducation, je crois que Alors quand j'étais enseignant de collège et que j'ai démarré ma thèse, il était de bon ton de dire que c'était pas une question de moyens, qu'on pouvait améliorer le collège autrement, avec l'école du socle, qui s'est perdue dans les sables, justement parce qu'il n'y avait pas de moyens pour créer de réels dispositifs pédagogiques à destination des élèves les plus en difficulté, pour leur permettre d'accéder à un niveau correct, en fin de troisième, et de ne pas être abandonné en situation d'échec pendant 4 longues années au collège. Et donc, pour moi, aujourd'hui, il faut investir en éducation, mais je pense malheureusement que le chercheur est très démuni face à ça, puisqu'on est une société vieillissante qui se félicite, pour parler de l'actualité la plus récente, qui se félicite de la baisse de la fécondité, de la natalité, parce qu'enfin les effectifs vont baisser dans les écoles, et puis à terme dans tout le système éducatif, donc on se réjouit de cela, alors qu'on a perdu 1% de PIB dans l'éducation. J'avais fait une contribution à un ouvrage de Sébastien Kieralix récemment, où j'évoquais cette question, et la question de la baisse du niveau, et c'est assez extravagant de voir des gouvernants qui se félicitent de la baisse des effectifs, alors que ce serait l'occasion d'améliorer l'encadrement éducatif de jeunes qui d'ailleurs souvent au lycée vont pas bien aujourd'hui, et donc de diminuer les effectifs par classe, alors qu'on a les effectifs les plus chargés d'Europe, à part la Bulgarie, la Roumanie. Donc voilà, je suis un peu démuni en tant que citoyen face à une crise multiforme, qui après néanmoins j'espère, j'ai l'espoir, parce qu'il faut bien quand même en avoir, que peut-être la société française réagira sur ces questions-là, parce qu'on voit bien qu'on maltraite notre jeunesse et que c'est pas durable, je pense, dans les années qui vont venir, et peut-être que cette jeunesse contestera, que la jeunesse contestataire à un moment réapparaîtra et fera savoir qu'elle existe et qu'elle a besoin d'être prise en considération. Voilà.